Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux secondes. Nous allons aujourd'hui parler de l'Antiquité romaine. Après avoir vu ce que nous a légué la Grèce antique, nous allons commencer aujourd'hui par la construction de l'Empire romain. Nous allons voir dans une première partie la construction territoriale de l'Empire, puis dans une seconde la construction politique. D'après la légende qui nous a été transmise par des historiens tels que Tite-Live ou Plutarque, ainsi que par le poète Virgile, la ville de Rome a été fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ, en moins 753. Cette légende est principalement liée à l'histoire de Romulus et Rémus, deux jumeaux issus de la mythologie romaine. Ils seraient les fils de la Vestale Rhea Silvia et du dieu Mars, le dieu de la guerre. D'après la légende, ils furent abandonnés et jetés dans le Tibre. Ils furent ensuite miraculeusement sauvés et allaités par une louve, ce qui est représenté sur cette célèbre sculpture en bronze que j'ai placée ici. Elle est conservée aujourd'hui au musée du Capitole à Rome. Plus tard, ils furent recueillis par un berger qui les éleva avec sa femme. À l'âge adulte, Romulus et Rémus décidèrent de fonder une ville au même endroit où ils avaient été trouvés. Cependant, une dispute éclata entre les deux frères concernant l'emplacement et la direction de la nouvelle ville. Finalement, Romulus tua son frère Rémus et devint le premier roi de Rome, fondant ainsi la ville en 753 avant Jésus-Christ. Ensuite, Rome a étendu son territoire. Au début, c'était une petite cité-État, un peu comme les cités grecques. Et au cours des siècles, elle a mené de nombreuses campagnes militaires pour conquérir les territoires voisins. En plus des conquêtes, Rome a également formé des alliances comme les mariages diplomatiques ou les accords de paix, ce qui lui permettait de s'étendre sans avoir à recourir à la guerre. La péninsule italienne, représentée en rouge sur la carte, a été la première conquise, puis les espaces en vert ont été conquis sous la République et les autres, les jaunes et les oranges, sous l'Empire après l'an 27. Rome a donc commencé par devenir la puissance dominante de la péninsule italienne avant de se lancer dans ses conquêtes à l'échelle du bassin méditerranéen. Les territoires représentés en bleu sur cette carte, à savoir la Corse, la Sardaigne, la Sicile, le sud de la péninsule ibérique et l'Afrique du Nord, ont été conquises suite aux guerres puniques contre Carthage. Ces guerres ont opposé Rome à Carthage entre 264 et 146 avant Jésus-Christ. La première guerre punique a été lancée pour le contrôle de la Sicile, qui est devenue ainsi la première province romaine. Une province, pour Rome, c'est une région dirigée par Rome et située hors de l'Italie. On en reparlera un peu plus tard. Pendant la deuxième guerre punique, Hannibal, le général carthaginois, a mené une campagne en Italie, mais Rome a fini par repousser les forces carthaginoises et a pu établir son influence dans le sud de la péninsule ibérique. Enfin, la troisième guerre punique s'est soldée par la destruction de Carthage en moins 146. Après cette guerre, Rome a fondé la province d'Afrique qui incluait une partie de l'actuelle Tunisie. Les guerres macédoniennes, elles, ont eu lieu entre 214 et 148 avant Jésus-Christ. Elles ont été déterminantes pour l'annexion de la Grèce et de certaines parties de l'Anatolie, c'est-à-dire de la Turquie actuelle, par Rome. Ces guerres opposaient Rome et le royaume de Macédoine, qui était une puissance majeure dans la région des Balkans. En 197 avant Jésus-Christ, Rome a vaincu Philippe V de Macédoine et a libéré plusieurs cités grecques de la domination macédonienne, renforçant ainsi son influence en Grèce. La troisième guerre macédonienne a été menée contre le roi Persée de Macédoine, qui a été vaincu à la bataille de Pydna, ce qui a conduit à la chute du royaume de Macédoine. La Macédoine a été transformée alors en province romaine en moins 146.
Et à ce moment-là, Rome a également pris le contrôle de la Grèce, qui a été intégrée progressivement dans l'Empire romain. Mais ce n'est véritablement qu'en -27 qu'elle est devenue une province romaine. Pendant cette période, Rome a également commencé à s'étendre en Anatolie, créant des provinces comme la Bithynie ou la Galatie. La conquête des Gaules, elle, a été principalement réalisée par Jules César, entre -58 et -50. Avant la conquête, la Gaule était composée de plusieurs tribus celtes, souvent en conflit les unes avec les autres. César, qui était alors proconsul de la province romaine de la Gaule transalpine, souhaitait sécuriser les frontières de la République romaine et augmenter son prestige personnel. La guerre a commencé lorsque César est intervenu dans un conflit entre les Helvètes, qui donneront la Suisse actuellement, et les Aéduis, une tribu gauloise. Il a remporté une série de victoires contre les Helvètes, consolidant ainsi son autorité en Gaule. Il a mené ensuite plusieurs campagnes contre différentes tribus gauloises. L'un des moments cruciaux de la guerre des Gaules a été la bataille d'Alésia, où César a affronté Vercingétorix, le chef des Gaulois unis. Après une longue période de siège, César a remporté une victoire décisive conduisant à la reddition de Vercingétorix. Cette bataille marque souvent le tournant de la guerre. La conquête des Gaules a également eu des conséquences politiques majeures à Rome. Les succès militaires de César lui ont conféré un immense prestige, ce qui a finalement conduit à des tensions avec le Sénat romain et à la guerre civile. Pour la conquête de l'Égypte, il faut parler de la bataille navale d'Actium, qui a opposé les forces de Marc-Antoine et Cléopâtre à celles d'Octave, le futur empereur Auguste. Après leur défaite, Marc-Antoine et Cléopâtre ont fui en Égypte, où ils ont finalement été assiégés par les forces d'Octave. En 30 avant Jésus-Christ, après la prise d'Alexandrie, Marc-Antoine s'est suicidé et Cléopâtre a également mis fin à ses jours. Suite à la mort de Cléopâtre, la dernière souveraine de la dynastie des Ptolémées, l'Égypte a été annexée par Rome et elle est devenue une province romaine. L'Égypte était une province de grande importance pour Rome, en raison de ses richesses agricoles, notamment le blé, et de sa position stratégique en Méditerranée. L'Empire romain a atteint son extension maximale sous les règnes des empereurs Trajan et Hadrien. Trajan, qui a régné de 98 à 117 après Jésus-Christ, a conquis de vastes territoires, notamment la Dacie, qui est l'actuelle Roumanie. Sous son règne, l'Empire a atteint son extension maximale, de la Bretagne au nord jusqu'à l'Égypte au sud et de l'Espagne à l'ouest jusqu'à la mer Noire à l'est. Après la mort de Trajan, Hadrien a choisi de consolider et de sécuriser les frontières de l'Empire plutôt que de l'étendre davantage. Il a notamment fait le célèbre mur d'Hadrien en Bretagne. En Grande-Bretagne aujourd'hui on dirait. Ainsi, bien que la superficie maximale ait été atteinte sous Trajan, Hadrien a joué un rôle crucial dans la gestion et la défense de cet empire. L'Empire romain était divisé en provinces. Chaque province était dirigée par un gouverneur, qui était en fait un représentant de l'empereur, responsable de l'application des politiques impériales. Il ne prenait pas de décision, il faisait en sorte que les décisions de l'empereur soient bien appliquées dans sa province. Les provinces romaines pouvaient être classées en deux catégories principales. Les provinces sénatoriales, généralement plus paisibles, et administrées par des gouverneurs nommés par le Sénat romain. Les provinces impériales, elles, étaient souvent plus récemment conquises ou étaient troublées. Elles étaient gérées par des légats militaires sur lesquels l'empereur exerçait un contrôle plus direct. L'armée romaine jouait un rôle crucial dans la protection des frontières de l'Empire, et les légionnaires étaient souvent stationnés le long du Limès. Le Limès, c'est la frontière fortifiée de l'Empire romain.
C'était un système de fortification comprenant des murs, des tours de guet, des camps militaires et des postes de contrôle. Il s'étendait sur des milliers de kilomètres. Il servait à délimiter les territoires romains des régions externes, souvent peuplées de peuples considérés comme barbares par les Romains. Les légionnaires étaient responsables de la défense de ces frontières contre les invasions et les incursions. En plus de leur rôle militaire, ils participaient aussi à la construction et à l'entretien des infrastructures le long du Limès. Ce système de défense était essentiel pour maintenir la stabilité à l'intérieur de l'Empire, prévenir les invasions et assurer la sécurité des frontières des provinces frontalières. Dans une deuxième partie, on va voir à présent la construction politique de l'Empire, avec le principat d'Auguste et l'établissement du pouvoir impérial. Le principat est le régime politique où le pouvoir est détenu par l'empereur, mais où les institutions de la République, comme le Sénat ou les magistratures, sont maintenues. Le premier empereur romain est Auguste, né sous le nom d'Octave. C'est le petit-neveu et l'héritier adoptif de Jules César. Il est devenu le premier empereur romain en -27 lorsque le Sénat lui a conféré le titre d'Auguste, qui signifie choisi par les dieux. Ce titre d'Auguste a été ensuite adopté par tous les empereurs romains qui ont suivi. L'empereur romain avait un pouvoir presque absolu tant sur le plan politique que judiciaire. Il était à la tête de l'État, contrôlait l'administration, la diplomatie, l'armée. Il avait le contrôle ultime sur toutes les décisions. Et bien que le Sénat existait toujours, son influence était souvent limitée, car l'empereur pouvait influencer ou ignorer ses délibérations. Ce n'était qu'un organe consultatif. Au niveau judiciaire, l'empereur pouvait agir en tant que juge suprême, et ses décisions étaient considérées comme définitives. Cela lui permettait de trancher les affaires importantes et de rendre la justice selon sa volonté. Il pouvait gracier tous les condamnés. L'empereur avait aussi le pouvoir de créer des lois par des décrets et des édits. Au niveau militaire, l'empereur était le commandant en chef des forces armées. Cela lui permettait de diriger les campagnes militaires, de prendre des décisions stratégiques et d'assigner les commandants aux différentes légions. Les empereurs entretenaient souvent des relations étroites avec les militaires pour s'assurer de leur loyauté, car le soutien des légions était crucial pour maintenir le pouvoir de l'empereur. Au niveau financier, l'empereur dirigeait la collecte des impôts, la gestion des dépenses publiques et l'allocation des ressources pour les projets d'infrastructure. Il pouvait modifier les impôts ou les taxes en fonction des besoins de l'État. La monnaie romaine était souvent frappée à l'effigie de l'empereur, ce qui rappelait aux citoyens et aux soldats que l'empereur était le chef légitime de l'État. La monnaie servait également d'outil de propagande. Les images et les inscriptions sur les pièces de monnaie pouvaient célébrer les succès militaires de l'empereur, ses vertus ou ses contributions à la paix et à la prospérité. Cela contribuait à façonner l'image publique de l'empereur. Certains empereurs ont été divinisés de leur vivant, bien que cela ne fût pas une pratique systématique pour tous. Dès le règne d'Auguste, le culte impérial a commencé à se développer. Le culte impérial, c'est un hommage rendu à l'empereur comme s'il était un dieu. Cela l'a aidé à légitimer son pouvoir et à renforcer son autorité. Certains empereurs, comme Auguste, ont été divinisés par le Sénat après leur mort. Cependant, d'autres, comme Néron ou Caligula, ont revendiqué des attributs divins de leur vivant pour renforcer leur autorité. Par exemple, Néron se faisait appeler divin Néron et était adoré dans certaines provinces. Des temples et des rites étaient établis en l'honneur de certains empereurs et des cérémonies étaient organisées pour les vénérer. Même si tous les empereurs n'étaient pas divinisés de leur vivant, beaucoup ont été honorés par le culte impérial après leur mort.
La divinisation des empereurs a marqué une fusion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux à Rome, renforçant ainsi l'idée que l'empereur était non seulement un leader politique, mais aussi une figure sacrée. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, pour la construction de l'Empire romain qu'on a vu d'un point de vue territorial, puis d'un point de vue politique. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.